Bonjour, donc moi c'est Juliette, je suis animatrice du think tank Next You et donc aujourd'hui j'aimerais poser des questions à Thomas pour réagir à sa newsletter Parlons Futur. Donc ma première question Thomas, j'ai vu sur ta newsletter que tu disais que Sam Altman a déclaré qu'il est possible qu'on soit doté de super intelligence d'ici quelques milliers de jours. Qu'est-ce qu'il entend par super intelligence et comment il pense que ça pourrait arriver? Merci Juliette pour cette question qui est un peu une question existentielle que beaucoup de gens se posent. Alors déjà, il parle en milliers de jours pour rendre ça très concret, mais si on convertit, ça veut dire quelques triplettes d'années, quoi. Donc peut-être qu'il pense à 6-10 ans d'ici à ce qu'on arrive à la super intelligence. Déjà pour que ce soit peut-être plus clair pour nous. Alors après, qu'est-ce qu'il entend par super intelligence? Alors la super intelligence, traditionnellement, c'est un niveau d'intelligence tel pour une intelligence artificielle, un niveau d'intelligence tel que la machine en question est capable de faire tout ce que les êtres humains sont capables de faire, aussi bien individuellement que collectivement. Donc ça surpasse vraiment tout ce que l'humanité tout entière, collectivement, est capable d'accomplir. Donc c'est vraiment très, très ambitieux. Et qu'il puisse dire ça, lui qui est le CEO de OpenAI, qui est donc une des plus grandes entreprises de pointe sur le sujet, c'est quand même particulièrement ambitieux et choquant d'une certaine manière. Alors, comment ils pensent qu'on va pouvoir en arriver là? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que chez OpenAI, déjà, ils ont détaillé le chemin qu'il y aura à accomplir pour arriver à la super intelligence. Ils ont détaillé cinq étapes que je peux reprendre avec toi. Et donc, alors la première, c'est en fait là où on se trouve aujourd'hui, sont ces large language models avec lesquels on peut discuter via une interface de chat. Alors avec toutes les limites qu'on connaît, la capacité à fabuler, etc. Donc un niveau finalement qui est révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait avant, mais qui est toujours plein de défauts et qui est très loin de la super intelligence. Le niveau 2, c'est ce qu'il appelle les reasoners. Donc c'est vraiment les entités capables de raisonner entre guillemets. C'est-à-dire de développer des raisonnements en chaîne, étape par étape, peut-être du niveau de ce que pourrait faire quelqu'un qui a un grade de docteur, tu sais, à l'université, mais qui aurait accès à aucun outil. Donc, juste avec son intellect, la capacité à raisonner étape par étape. Ce niveau 2, il dit qu'en fait, on vient à peine d'y arriver avec notamment la dernière version d'un de leurs outils qu'ils ont sorti. Mais bon, ça reste encore à démontrer qu'effectivement, ils arrivent déjà à égaler ce que peut faire dans son coin tout seul un doctorant, on va dire. Ils ont partagé un certain nombre de résultats obtenus avec la dernière version de leur outil, en l'occurrence, mais il y a déjà des contestations ou des contre-exemples. Donc, on en sera à ce tout début 2. Alors, il reste après les 3 autres niveaux qu'a en tête Sam Altman et OpenAI. Donc, après, le niveau 3, ce serait les agents. Les agents, en fait, ce sont on va dire des outils d'intelligence artificielle qui sont non seulement capables de dialoguer avec nous, mais capables aussi de raisonner et derrière de programmer des actions et les entreprendre dans le monde réel. Alors, soit parce qu'ils ont accès à notre compte en banque, soit parce qu'ils ont accès à Internet, soit parce qu'ils ont accès où ils peuvent télécommander des robots dans le vrai monde. Donc là, on a affaire à des agents qui entreprennent des vraies actions, qui peuvent peut-être, par exemple, en autonomie, lancer un site e-commerce pour faire du business, qui peuvent s'enrichir. Voilà, donc ça, ce serait son niveau 3. Le niveau 4, ce serait une IA qui serait capable pas seulement de faire ce qu'on lui dit ou de raisonner sur la base de ce qu'il a appris, mais qui serait aussi capable d'innover, vraiment d'arriver avec des idées tout à fait nouvelles, en recombinant l'existant, bien sûr, mais de façon complètement inattendue, et notamment pour permettre du progrès scientifique, entre autres. Par exemple, dans la science des matériaux, pour aboutir à des innovations qui peuvent révolutionner nos vies. Donc ça, ce serait le niveau 4, d'après OpenAI. Et enfin, le niveau 5, là, c'est la super intelligence, c'est la capacité à faire ce que tout être humain et toute entité humaine et toute l'humanité réunie est capable de faire de mieux avec son intelligence. Donc là, on atteint et on dépasse ce niveau-là avec la super intelligence. Donc bon, ça reste juste une classification de niveau en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais bon, c'est intéressant de comprendre eux ce qu'ils entendent par là.
Et pour OpenAI, en fait, c'est qu'une question de temps. Donc lui, il dit au moins 6, enfin peut-être ne serait-ce que 6-10 ans, peut-être plus. Hein. Il dit aussi que ça pourra peut-être prendre plus de temps, mais il est très confiant, il est sûr, certain qu'on y arrivera. C'est qu'une question de temps. Et il dit que, alors pourquoi il est aussi confiant? Parce qu'il dit que ce qu'ils font eux depuis le début, bah, ça marche, et il faut juste continuer à s'entêter à le faire à toujours plus grande échelle. Donc, pour simplifier, eux, ce qu'ils font, c'est une application du deep learning. Le deep learning, c'est en intelligence artificielle une méthodologie qui consiste à alimenter en fait un système avec des données, toujours plus de données, des données qui vont être moulinées, interprétées et qui vont permettre de dégager des principes qui régissent en fait le fonctionnement de ces données pour pouvoir derrière produire le même genre de données, ou alors si on me donne une partie de données, deviner la suite. Donc c'est ce qui se passe avec les large language models où on pose une question puis on a une réponse. Donc voilà, l'idée c'est que plus j'ai de données et plus j'ai de puissance de calcul, derrière, plus je vais pouvoir mettre au point des systèmes performants. Et en fait, ils n'ont fait que ça depuis le début, soumettre toujours plus de données à ces systèmes qui peuvent les analyser, les mouliner avec toujours plus de puissance de calcul, et ça donne lieu à des systèmes toujours plus performants, avec parfois des espèces de capacités émergentes qu'on n'aurait pas forcément pu prévoir, une capacité vraiment à lire entre les lignes et à répondre à des questions qui semblent nous bluffer, quoi. Par exemple, résumer un texte. Après, on aurait vraiment pu se dire que pour résumer un texte, il faut comprendre vraiment l'essence du texte, savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Il n'y a que les humains qui pourraient le faire. Ben, en fait, aujourd'hui, on a des systèmes qui arrivent déjà, hein, et là, on est au niveau 1. Donc, voilà, il y a des capacités comme ça incroyables, comme la capacité à faire des résumés, qui apparaissent et qui n'étaient pas forcément prévues, juste parce qu'on a des systèmes qui ingèrent toujours plus de données et qui ont accès à toujours plus de puissance de calcul. Alors, lui, il dit qu'en continuant comme ça, de façon entre guillemets bête et méchante, alors évidemment, c'est pas aussi simple, mais voilà, en continuant dans cette lancée, on va finir par faire apparaître d'autres capacités incroyables jusqu'à la super intelligence, et ça prendra peut-être ne serait-ce que 6-10 ans. C'est vraiment ce qu'il pense. Et alors, ça soulève plusieurs questions, hein. Déjà, même si ce qu'il dit est vrai, est-ce qu'il y aura assez de données? Est-ce qu'il y aura assez de puissance de calcul? Ce qui appelle aussi à des questions sur est-ce qu'il y aura assez d'énergie même pour y arriver, parce que ça devient très énergivore. Et aussi, un autre questionnement, c'est est-ce que en fait, cette méthode, effectivement, elle pourrait nous permettre d'y arriver, à supposer qu'on ait assez d'énergie pour ça. Et enfin, et si on devait y arriver, est-ce que ce serait sécurisé? Est-ce que ce serait sûr? Est-ce qu'on ne prendrait pas des risques? Donc, alors ça pourrait faire l'objet d'un très grand débat, mais très très brièvement, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, alors sur les données textuelles, on arrive un peu au bout effectivement de ce qui est disponible en termes de données numérisées, disponibles sur Internet plus ou moins facilement. Mais c'est pas grave, parce que déjà, ce dont on se rend compte, c'est que ces systèmes peuvent effectivement encore scaler, ou même on va dire progresser en performance, ou du moins garder la même performance, mais en utilisant moins d'énergie, moins de puissance de calcul, si on donne de meilleures données, des données mieux présélectionnées. Donc, il y a beaucoup de matière à progresser, ne serait-ce qu'en allant choisir les données de façon un peu plus fine, un peu mieux présentée. Et ce qui veut dire d'ailleurs que autant une fois qu'un système d'IA est développé, il est autonome, alors il a besoin d'énergie pour fonctionner, mais il est plus ou moins autonome de nous, autant pour le paramétrer au départ, ça ne peut pas encore se faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'êtres humains qui vont présélectionner les données intéressantes, les nettoyer. Donc aujourd'hui, l'entraînement de ces modèles est indissociable d'un gros travail humain, encore à ce jour, pour aller réfléchir à quelles données donner, comment les préparer, ces données. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire sur les données. Et après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que même si les données textuelles commencent un peu à s'assécher, en fait, il y a plein d'autres données qu'on peut aller imaginer trouver, notamment des données vidéo sur le monde qui nous entoure. Donc, rien que sur YouTube ou sur Facebook ou sur toutes ces plateformes où il y a de la vidéo, en fait, il y a des masses et des masses de vidéos avec des gens qui se filment ou le monde qui est filmé. Et donc, il y a beaucoup de choses à aller comprendre en digérant tout ça. Et puis des données vidéo, on peut toujours aller en générer toujours plus avec des drones ou des robots qui vont dans le monde réel, qui vont filmer ce qui se passe. Donc ça, c'est en fait inépuisable comme gisement, et il y a beaucoup de choses à comprendre sur notre monde en allant digérer, analyser ces données. Surtout que si on veut arriver à un niveau de superintelligence, ça veut dire aussi qu'il faut avoir des systèmes qui sont capables de comprendre le monde dans lequel ils vivent, dans cette espèce de monde tridimensionnel qui nous entoure. Et donc, voilà, à ce titre-là, on se dit que des images vidéo, ou voire des images vidéo un peu en 3D, avec des caméras en 3D qui prennent tout ce qui se passe autour de nous, tout ça, ça va être de la matière qu'on va pouvoir aller chercher et créer
façon pas trop compliquée et qui vont permettre donc à ce système de scaler. Donc les données, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Après, c'est plus la puissance de calcul. On s'aperçoit que c'est très énergivore, mais ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on développe ces modèles, on s'aperçoit qu'on arrive à les rendre plus économes et plus malins. Donc ils parviennent à faire la même chose avec moins de puissance de calcul. Donc déjà, ça c'est un premier levier. Deuxième levier, c'est que c'est vrai que certains parlent de la fin de la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une espèce de principe qu'on a constaté depuis plusieurs dizaines d'années, tel que en fait, ça coûte de moins en moins cher de produire de la puissance de calcul, en fait, de fabriquer des puces. On fait des puces de plus en plus petites, de moins en moins chères, et donc on peut produire toujours plus de puissance de calcul pour toujours moins cher. Et donc tout ça, ça a permis d'alimenter justement les développements de l'IA. Et certains disent que maintenant on arrive vraiment aux limites physiques de ce qu'on peut faire. C'est tellement petit ces puces qu'il n'y a plus de place. Les atomes sont trop proches les uns des autres. Il y a des interférences, ça devient très compliqué. Et en fait, donc ce débat, il est loin d'être clos, mais beaucoup disent que non, mais ce système, effectivement, il a existé parce qu'on avait des puces très génériques qu'on a produit en masse, mais aujourd'hui, on peut aller chercher des gains en efficacité en faisant des puces très différenciées selon les usages, puis en couplant au mieux la partie software et hardware. Donc, le hardware, c'est le matériel, le software, c'est toute la couche, on va dire, algorithmique par-dessus pour utiliser au mieux le hardware. Donc, beaucoup disent qu'il y a énormément de progrès à faire là et qu'on n'est pas prêt d'épuiser la puissance de calcul possible sur Terre. Il y a assez de matériaux aussi, de minéraux pour construire en fait toutes les puces, tous les microprocesseurs dont on va avoir besoin pour faire scaler toujours plus l'IA sur ces modèles de deep learning qui, d'après OpenAI, pourraient suffire. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que même si on a le matériel, est-ce qu'on aura assez d'énergie? Parce que c'est très, très énergivore. Là, c'est pareil, pour faire très vite, en fait, avec notamment l'énergie solaire photovoltaïque, donc l'électricité qu'on peut générer grâce au soleil, aux panneaux solaires, on devrait avoir assez d'énergie parce que il y a énormément d'énergie solaire qui arrive sur Terre chaque jour et elle est essentiellement inutilisée jusqu'à maintenant, enfin essentiellement, en tout cas en bonne partie. Et donc, avec assez de panneaux solaires, on peut générer une quantité d'énergie telle que ça suffira pour alimenter tous ces usages. Il y a énormément de surface disponible sur Terre. Même pour nos autres besoins, il y aura aussi de la place. Alors, il y a le problématique de l'intermittence, mais il devrait y avoir possibilité de s'organiser pour ce qui est de la partie d'entraînement qu'on peut choisir de faire à l'heure où on veut. Donc, on le fait quand le soleil brille. Donc, l'énergie ne devrait pas être un problème. Il y a aussi le sujet de l'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour refroidir les serveurs, etc. Alors ça, l'eau, ça va peut-être dire qu'il va falloir se positionner dans les endroits où il y en a, ce qui peut occasionner quelques complications, mais a priori, notamment parce qu'on va avoir une énergie électrique de moins en moins chère grâce au solaire, on peut aussi dessaler l'eau, traiter l'eau, recycler l'eau. Donc les gens les spécialistes sont confiants pour dire que ça ne devrait pas être bloquant. Donc en fait, c'est vrai qu'on a de bonnes raisons de penser qu'on va pouvoir continuer à faire scaler pendant assez longtemps ce deep learning. Et donc peut-être le questionnement d'après, pour pas faire trop long, c'est est-ce que effectivement ça va suffire? Et là, en fait, personne ne le sait vraiment. Et notamment, il y a Yann Lequin qui est vraiment on va dire le patron de l'IA chez Meta, Facebook, qui est d'ailleurs français, c'est un grand chercheur français, qui lui dit non, ça sera pas possible. On aura besoin d'autres choses que le deep learning. Et des modèles dont on parle maintenant, les large language models, ça suffira pas. Ils sont condamnés en fait, et ils pourront pas aller au-delà d'un certain niveau d'intelligence. Il faudra vraiment changer complètement l'approche, notamment parce que sur toute la partie vidéo, c'est pas du tout scalable. Ce serait trop énergivore et trop. C'est lui ce qu'il pense lui. Ce serait impossible de réussir à abstraire des leçons à tirer de toutes ces vidéos pour comprendre le monde qui nous entoure et doter vraiment l'IA d'une super intelligence. Ça serait trop compliqué que les approches actuelles. Il faut vraiment tout revoir toute notre copie, et personne ne sait encore vraiment comment on fera. Donc là, voilà, et déjà, il y a des sons dissonants dans l'industrie. Alors, Sam Altman, lui, il est très, très confiant, mais d'autres le sont beaucoup moins. Il faudra peut-être faire complètement différemment. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a justement Meta, Facebook, qui travaillent sur d'autres façons d'y arriver. Et il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont aussi en train de travailler à d'autres approches. Donc, on se dit que peut-être quand même, on pourrait y arriver. Donc, à voir. Et pour terminer, même si on devait y arriver, et si on devait y arriver dans pas si longtemps que ça, une dernière question qui se pose peut-être, c'est est-ce que ce serait sécurisé? Est-ce que ce serait sûr? Est-ce qu'on ne prendrait pas des risques? Et là, c'est pareil, il y a un grand débat, personne n'est vraiment d'accord. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce ne sont pas avec les LLM que, on va dire, la civilisation va s'autodétruire, parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Mais c'est vrai qu'il se peut que si on arrive à des niveaux très, très intelligents, enfin, je veux dire, qui sont capables d'agir en notre nom dans le monde réel, ou qui peuvent même faire mieux que toute l'humanité rassemblée,
on peut se poser la question, est-ce que ces systèmes vont nous obéir? Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à s'émanciper? Parce que s'ils sont intelligents, ils auront peut-être conscience aussi de leur existence, du coup, et peut-être qu'ils se demanderont pourquoi ils sont à notre service, ou peut-être qu'ils se diront qu'ils ont mieux à faire de leur intelligence que de nous aider, peut-être qu'ils vont se dire que, alors sans forcément vouloir nous nuire, hein, parce qu'après, il y a ceux qui disent non, mais les scénarios à la Terminator, ça n'est pas crédible une seconde, etc. Mais d'autres disent que non, mais sans vouloir chercher à nous nuire, et peut-être qu'ils vont juste devenir indifférents à notre sort, comme nous, par exemple, on est indifférents, on va dire, au sort des fourmis. On essaie de pas les écraser si on en voit une, mais sinon on s'en fiche, quoi. Peut-être qu'une IA très très intelligente, elle va se dire que ok, les êtres humains ils sont bien gentils, merci à eux de m'avoir créé, mais maintenant voilà, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai des problématiques stratosphériques bien plus intéressantes à traiter, sur lesquelles travailler, donc je vais pas trop me soucier des êtres humains et leurs petites problématiques du quotidien. Donc en fait, c'est un grand débat philosophique, personne ne sait exactement ce qui va se passer. C'est vrai que on se dit que si les chimpanzés avaient réussi à mettre au point les êtres humains, je suis pas sûr que les chimpanzés auraient réussi à garder le contrôle de nous, les êtres humains. Donc voilà, on se demande si c'est vraiment possible et si ça l'est, ce qui se passerait. Donc là, la question est complètement ouverte. Il y a des raisons de s'inquiéter, mais en fait, on n'a aucune façon de savoir vraiment comment faire. Certains disent qu'on va essayer de le faire pas à pas. Alors, il y a le cas justement de Facebook. Lui, alors, il est pas en accord sur la façon de faire avec Sam Altman d'OpenAI, mais il pense aussi qu'on va y arriver. Et il dit que il est confiant pour qu'on y arrive et il pense qu'on va réussir à le faire de façon sécurisée parce qu'on va le faire pas à pas, en mettant tous les garde-fous dont on aura besoin, quitte à revenir en arrière si on allait un peu trop vite. Sauf que si le jour où on met quelque chose au point avec une intelligence qui nous dépasse, peut-être qu'il sera assez malin pour justement nous berner ou simuler ou faire semblant de ne pas être encore très intelligent alors qu'il l'est déjà. Et ça paraît quand même ambitieux et arrogant de croire qu'on va pouvoir maîtriser une telle création. Donc moi, je suis très partagé sur ce sujet. Je trouve qu'il y a des raisons de s'inquiéter, mais en tout cas, on en est encore assez loin. En tout cas, peut-être que dans quelques années, il faudra se reposer ces questions. Et je crois que tu m'avais dit en parallèle aussi que tu te posais la question de savoir si ça avait un lien avec ce que faisait Elon Musk, avec Neuralink. Alors là, c'est très intéressant parce que ça fait lien avec comment dire, tout ce qu'on appelle Brain-Computer Interfaces, qui consiste à pouvoir brancher sur notre cerveau, alors de la façon la moins intrusive possible, hein, c'est l'objectif, mais de pouvoir brancher en fait des ordinateurs sur notre cerveau, alors que nous on contrôlerait bien sûr, hein, c'est l'idée, mais avec évidemment les risques que ça peut laisser apparaître. Mais l'idée c'est qu'on puisse augmenter notre propre intelligence en se connectant directement avec les ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on dialogue avec les ordinateurs par la parole, par l'écriture, avec notre souris, en tapant sur un écran, mais c'est très lent, c'est très très lent. Et donc l'idée, ce serait de créer des connexions bien plus directes pour aller bien plus vite, pour avoir une espèce de mémoire infinie. Alors, toujours en soutien de notre identité, de notre personnalité, de notre mémoire à nous, mais voilà, nous augmenter. Sachant qu'en fait, on est déjà augmenté avec notre téléphone, notre ordinateur. Mais le débit de données en va-et-vient entre notre cerveau, on va dire, et le monde qui nous entoure, et notamment les ordinateurs, ces prothèses qu'on utilise, il est très lent. Et si on arrive à intégrer ça directement dans notre cerveau d'une façon ou d'une autre, on pourrait être bien plus rapide, bien plus intelligent. Et justement, pour Elon Musk, c'est indirect, mais il y a un lien. Et pour lui, c'est une des façons de ne pas se laisser complètement dépasser par la superintelligence. Parce que la superintelligence, elle pourrait nous échapper, ou elle pourrait n'être qu'au service peut-être de quelques-uns, à voir. Mais si nous, on peut s'augmenter nous-mêmes, voilà, ça peut être un moyen de rester dans la course et de ne pas se faire submerger. Mais en fait, après, avec Elon Musk, il y a une grosse part de hype parce que là, on en est très, 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 très loin. Il se sert de ça pour faire de sa com, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à très court terme, il y a déjà des applications pour aider les personnes handicapées à pouvoir communiquer, par exemple, ceux qui ne peuvent plus utiliser la parole, mais dont le cerveau est encore complètement fonctionnel, ou presque. Ces gens-là, voilà, l'idée, c'est de les aider. Donc, en fait, il y a des bénéfices à aller chercher assez rapidement pour un certain public. Mais de là à pouvoir s'augmenter et atteindre la super intelligence grâce à ces branchements, on en est encore très 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 loin, ça reste encore un peu de la science-fiction. Mais peut-être un jour, il ne faut pas l'exclure. Merci Thomas, très clair. Super, voilà, on a fait un bon tour de la question. Je te remercie. Merci à toi.